Bon, faut qu'on parle d'un truc aujourd'hui. Alors, je voulais vous faire une critique construite, un truc propre, où l'on diffuse des images du film, ensuite des images de la bande-annonce pour illustrer mes propos. Demi-tour. Même un générique avec le titre du film et une musique un peu hors contexte. Mais y a pas besoin de tout ça, y a pas besoin d'en faire des caisses, parce que si vous aimez ce mélange de sous-genres, horreur, post-apocalyptique et thriller, foncez voir ce film, vraiment. Et c'est presque compliqué de vous dire de rester devant cette critique, tellement l'expérience de 28 ans plus tard passe par une seule chose, les surprises. J'ai dit une seule chose au singulier, c'est plusieurs choses au pluriel, les surprises, vous avez compris. D'ailleurs, pour célébrer la sortie, j'ai fait péter le décolleté. J'ai fait péter le décolleté. Et je vais pas vous spoiler, au contraire, mais c'est vraiment difficile de parler de ce film sans en dévoiler trop de l'intrigue, parce que tout repose sur des surprises et évidemment sur les attentes des spectateurs. Et nos attentes vont trouver des réponses que je trouve vraiment satisfaisantes. Première surprise, qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier opus? Pourquoi c'est limite pire qu'avant? Deuxième surprise, pourquoi les infectés sont encore là? Est-ce que le virus il a évolué? Est-ce que les infectés aussi? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'infectés? Et donc un peu comme dans Left 4 Dead, on commence à avoir des espèces différentes? Est-ce que ce fameux virus de la rage, il a évolué, il a muté? Et d'ailleurs dans cet univers, on parle de virus de la rage, alors que, c'est bien précisé dans le premier film, il se base sur des souches du virus Ebola. Vous savez, dans ce fameux laboratoire où ont été menées les expériences du premier film, qu'on voit avec les petits singes, des petits singes qui ont été torturés. Elle a le regard qui tue, qui tord. Classique, c'est un classique ce film. On comprend encore plus avec 28 ans plus tard pourquoi on l'appelle le virus de la rage. Tu m'étonnes. Troisième surprise, pourquoi nos personnages forment un duo pour rejoindre le continent, ce qui formera la base de l'histoire. Il y a une histoire qui est profondément touchante derrière, parce qu'ils vont sur le continent pour une raison, pour trouver quelque chose, ou plutôt pour trouver quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ils veulent venir en aide à quelqu'un, et donc pour ça, ils sont prêts à prendre tous les risques possibles, ce qui les amène à avoir une histoire bien plus que touchante, avec tout un tas d'émotions qui vont y être liées. Et quatrième surprise, le continent britannique lui-même, qui regorge de tout un tas de surprises vis-à-vis de ce qui s'est passé depuis 28 ans, vis-à-vis des infectés et aussi vis-à-vis des communautés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier film? Bref, vous l'avez compris, l'intrigue évolue pour apporter des réponses à nos questions et c'est tellement gratifiant en tant que spectateur parce qu'on est sans cesse en train de se prendre des bastos, que ce soit des informations ou alors plus de contexte, et ça crédibilise l'univers. On a vraiment cette impression de découvrir un monde qui vit l'enfer depuis plus de 28 ans. Il y a un passé derrière, comme si c'était une espèce d'histoire alternative de notre monde qui s'était vraiment produite. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film avec des infectés, avec autant de substance, mais vraiment de la substance intelligente, The Substance. Voilà, petit clin d'œil gratos, me demandez pas. Ce qui passe donc, comme vous l'avez compris, par la création d'un univers, ça y est, on peut enfin dire qu'on a affaire à une mythologie, on a des environnements entiers qui sont conçus pour ça, presque conçus comme des lieux de culte, des communautés presque sectaires, avec une véritable direction artistique, des survivants à la folle personnalité, des survivants qui font avec les moyens du bord, avec des armes pas terribles, et surtout un équipement qui a du vécu, qui fait presque fabriquer à la main, mais aussi des infectés différents, dont certains sont franchement terrifiants. Le réalisateur construit un univers entier et ne se contente plus de faire un simple film entre des survivants qui s'opposent à des infectés comme on l'a déjà vu des centaines de fois. Et à vrai dire, le premier film c'était déjà ça, c'était le début de l'épidémie, mais on commençait à percevoir l'étendue d'un univers, pouvant devenir fascinant. Le deuxième est à mon sens une profonde régression, on tombe dans les classiques du genre, avec une approche moins documentaire, avec des personnes qui commencent à être un peu immunisées, j'ai l'impression d'être à Raccoon City, bordel de merde. Là où 28 ans plus tard fait encore mieux que le premier opus, pour construire un univers bien plus qu'étendu, que l'on veut voir encore plus se développer. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir affaire au premier film, mais en beaucoup plus évolué. Appelons ce chapitre l'évolution du premier film. Ouais, simple et efficace. C'est tout d'abord le retour d'une caméra documentaire. On est immergé dans l'action, on a presque cette impression d'avoir affaire à un fan footage sans lettres, c'est ça qui est incroyable. 28 jours plus tard faisait exactement la même chose. T'avais vraiment cette sensation d'être avec une caméra, comme s'il y avait un journaliste qui suivait les personnages, sauf que ça prend pas tous les défauts du fan footage, ça prend uniquement l'aspect documentaire. Tu vois, t'es pas avec cette caméra qui tremblote et un mec qui tient un caméscope d'une mauvaise qualité. Ce qui fait que visuellement, c'est forcément beaucoup plus beau, mais surtout, c'est beaucoup plus immersif, et je préfère vous le dire directement, mais 28 ans plus tard fait partie de ces films les plus immersifs que j'ai vus de ces dernières années. J'étais dans l'action, j'étais avec les personnages, et il y a des séquences qui sont hyper hypnotiques, on va voir, où on a vraiment cet aspect de réalisation, et tu sens que c'est presque composé comme un tableau en fin de compte, et puis tout d'un coup, ces moments de poésie sont coupés de façon extrêmement brusque par cette approche documentaire, qui vont tout d'un coup te fouetter en tant que spectateur, et que tu te dises,
ah ouais, ok, là la séquence d'avant elle était magnifique, il y avait une pause dans le récit, mais là on repart, et là faut que la peur elle revienne parce qu'à tout moment, les personnages que j'aime, bah ils peuvent crever, et on connaît la méchanceté de cet univers, et on sait que les personnages ne sont jamais à l'abri. Sauf que depuis le premier opus, les technologies elles ont évolué, et donc là on a quelque chose de nouveau dans son approche de réalisation. Bah t'arrives toujours à avoir une certaine netteté dans l'image, et surtout à comprendre ce qui se passe. Il y a un côté beaucoup plus fluide, ce qui fait que t'es jamais perdu dans l'action, même quand c'est extrêmement frénétique, là où dans le premier film, tu le regardes sur nos écrans actuels, il y a vraiment ces passages où on a cette caméra documentaire au cœur de l'action, elle est parfois trouble, elle est parfois vraiment trop obstruée, et tu sens qu'il y a une qualité d'image qui se dégrade. Là, il n'y a aucune perte de paquet, on est sur une image qui reste nette, ce qui fait que on préserve la beauté de l'action, ce qui apporte peut-être une couche de réalisme en moins, parce que c'est vrai que à certains moments, la caméra elle est quand même peut-être un peu trop nette, peut-être qu'on aurait aimé retrouver ce côté un peu plus de grain, un peu plus crade, un peu plus crasseux à l'image. Là, tu sens qu'il y a vraiment une approche en termes de style qui est un peu différente du premier opus. Les technologies ont évolué, et donc on fait évoluer la franchise avec ça en termes d'imagerie. Mais malgré cette netteté dans l'image, dans ces moments d'action, on a toujours ces espèces de focales un peu déformées qui donnent un peu cet aspect œil de poisson, ou alors il y a des choses qui vont te cacher la vue, ou alors il y a le personnage qui va presque toucher la caméra. Encore une fois, t'as l'impression que la caméra c'est un dieu omniscient qui suit les personnages au moment d'une scène qui est réaliste, qui se produit vraiment, et dont ils auraient pas vraiment conscience. J'aime beaucoup cette utilisation de focales de caméra qui ont des lentilles vraiment étranges et qui déforment complètement le plan. C'est comme si c'était nos yeux en fin de compte. Encore une fois, c'est cette approche de fan footage mais sans l'être. Ça prend toutes les qualités du fan footage en termes d'immersion sans en prendre les défauts, notamment ce côté où t'as envie de vomir, ce côté où ça commence à être un peu chiant de voir un mec qui bouge sa caméra un peu partout. C'est vraiment la réalisation de Danny Boyle, le réalisateur. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Mais oui, c'est peut-être un peu moins crasseux que le premier opus, et c'est peut-être un peu dommage parce que du coup, ça fait que t'as l'impression d'un univers qui a presque évolué, parce que l'image est plus nette, il y a presque cet aspect un peu plus numérique que notamment le premier opus, je parle en termes de caméra bien sûr, ce qui fait que t'as l'impression que, comme si les technologies elles avaient un peu évolué, alors que bah pas du tout, logiquement t'es comprimé dans une époque où depuis 28 ans, bah il n'y a pas eu d'invention nouvelle. Donc peut-être qu'en termes d'immersion ça peut en déranger certains, mais maintenant on a des beaux écrans 4K, on a des écrans OLED, je pense que faut aussi que la technologie évolue et que on perde peut-être un tout petit peu ce côté réaliste, mais pour profiter d'une expérience visuelle qui est beaucoup plus belle. Et c'est cohérent aussi avec l'ambiance du film, on va en parler juste après. Parce que c'est le retour de ce que j'appelle la poésie macabre. J'adore ce terme, on dirait presque du Lovecraft. Poésie macabre, ça m'excite presque. Et vu que ça m'excite, bon, je pense que j'ai mérité une petite canette de coca. D'ailleurs, les canettes de coca, elles sont rouges et noires, comme la plus belle affiche de l'histoire du cinéma. J'en dirai pas plus. Alors ouais, c'est le retour de ce que j'appelle la poésie macabre, c'est-à-dire que dans ces moments d'extrême brutalité, dans ces moments gore, tout d'un coup tu vas avoir une espèce de pause dans le récit, où tu vas voir les personnages qui vont être posés dans un plan qui fait penser, évidemment, en termes de composition à un tableau, ce qui apporte encore une fois cette poésie, ce moment lancinant. On est presque à Silent Hill, où d'un coup t'as une pause dans le temps, et derrière toute cette horreur, t'as un moment qui est absolument magique, qui est absolument magnifique. Une scène que tout le monde connaît en termes de poésie macabre, c'est dans The Last of Us, que ce soit le jeu ou que ce soit la série. T'as à un moment donné une girafe qui arrive, t'as l'impression que tout va bien, t'as l'impression que le monde est magnifique, en fait qu'on n'a aucun problème, mais derrière il y a tout un tas d'affectés qui veulent te péter la gueule. Et 28 ans plus tard est rempli de ce type de plan. Ce que je préfère véritablement, c'est l'ambiance, et là on retrouve une ambiance qui personnellement m'a beaucoup touché, et qui change complètement de ce qu'on a déjà eu auparavant avec les deux films précédents, et même avec les comics. Il y a eu des comics 28 jours plus tard qui développaient aussi leur propre ambiance, mais là c'est complètement différent, on est sur quelque chose d'inédit, et c'est là où va y avoir une véritable nouveauté à mon sens, et c'est là où ça m'a, encore une fois, beaucoup plus touché que ce que j'ai l'habitude de consommer. Le premier film était composé aussi de ces plans de poésie. À un moment donné, tu avais ces pauses dans le récit, où tu voyais le personnage principal, au loin, avec une caméra beaucoup plus éloignée, qui faisait une composition absolument magnifique. T'avais l'impression que c'était magnifique, mais ça dissimulait l'horreur qu'il y avait derrière. Sauf que là, c'est beaucoup plus percutant, et ça me touche plus, parce que dans 28 ans plus tard, on a des nouveaux environnements, on a quelque chose qui est beaucoup plus campagnard, qui est beaucoup plus rural, qui est beaucoup plus naturel. Il y a à un moment donné une scène avec un ciel étoilé qui est tellement contrasté, il y a de la couleur dans l'image, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude dans 28 ans plus tard, en tout cas dans cette franchise. Et là d'un coup tu te retrouves avec un ciel, on dirait presque un skin Fortnite le bordel, et là c'est un mélange, parce que t'as à la fois le macabre qui va intervenir sur cette poésie, parce que c'est une scène qui est brutale, c'est une scène qui est vraiment d'une rare violence, t'as peur pour les personnages, et pourtant le réalisateur, il en profite pour faire un plan qui est absolument magnifique, et qui pour moi sans doute la meilleure scène du film. Et j'adore, parce que d'habitude, t'as une scène qui est poétique, qui est vraiment lente, et puis ensuite on repart dans l'action. À aucun moment c'était présent, si je dis pas de bêtises, le mélange des deux, le moment où la
poésie et l'horreur se rencontrent en même temps pour créer une scène à l'ambiance absolument dingue. Et ce passage avec cette nuit étoilée, ce n'est qu'un moment du film. C'est-à-dire que vous en allez avoir plein des trucs comme ça, et c'est incroyable. En termes de mise en scène, ça a de la gueule. Et ça, vraiment, ça cherche à vous faire plaisir en tant que spectateur, que ce soit en termes de tension. Et il y a des moments, t'as même pas le temps de te concentrer sur la beauté du plan. Tu vois un plan qui est magnifique, tu te dis, mais putain, mais laisse-moi profiter de ce plan. Sauf que l'action, elle est tellement brutale, elle est tellement frénétique, bah que t'as pas le temps d'en profiter. T'es tellement dans l'immersion, t'as tellement peur pour tes personnages. Et c'est là où justement le revisionnage va être hyper important, et que c'est pour moi aussi l'une des plus grosses qualités de ce film, même s'il fait partie d'une trilogie et qu'on sait qu'il y aura une partie 2 qui va arriver l'année prochaine, et on en reparlera peut-être à la fin de la vidéo, bah pour le coup il fonctionne quand même en termes de film autonome, et t'as envie de le regarder, t'as envie de le revoir, et c'est un critère qui est hyper important dans le cinéma maintenant. Est-ce que quand tu sors d'une séance, t'as envie de regarder le film, ou est-ce que tu t'en es déjà lassé au bout d'un seul visionnage? Pour moi c'est ça qui va faire que t'as envie de revenir sur le film, l'acheter en DVD, l'avoir de la meilleure des qualités possibles sur ton écran en dernière génération à la maison. Et bah pour moi 28 ans plus tard fait partie de ces films, rien que ça, il a réussi son principal objectif. Mais voilà, on est rempli de moments où il y a une poésie morbide qui dépasse, avec des plans beaucoup plus éloignés, où on prend notre temps, et encore une fois ça donne un aspect tellement... ça donne de la substance à cet univers, ça le rend beaucoup plus crédible, et moi j'aime ça. Et limite si le film s'écarte de cette approche brutale et documentaire pour se concentrer sur ces plans à ambiance, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, il faut tester des choses, même si, évidemment, 28 ans plus tard, et cette franchise, ça reste de la violence et du gore, d'avoir ces petits passages-là, putain, ça donne beaucoup plus de complexité à l'univers, et c'est tellement plaisant, je trouve. C'est le retour aussi des véritables infectés, des vrais infectés. Cette fois-ci, on a, vous savez, ce conflit entre les zombies, les infectés, bah là, si on aime autant les infectés, c'est grâce à ce type de film, c'est grâce à des films comme 28 ans plus tard. Et comme les infectés sont un poil différents, et qu'on a des espèces de classes, c'est pas vraiment des classes, il y a pas à un moment donné un personnage qui va dire « Oh, il y a un boomer !» Pour ceux qui ont joué à Left 4 Dead, si vous avez pas la référence, je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de faire des références comme ça. On a tout un tas d'affectés qui ont une gueule, qui ressortent véritablement à la caméra, ou qui vont avoir des attitudes physiques qui sont vachement impressionnantes, ce qui fait que ça entraîne une peur certaine en tant que spectateur. Tu te chies dessus par moment, et bon, des fois c'est agréable, mais n'allons pas aussi loin quand même. Et c'est là où on peut faire un rapprochement avec les films de zombies de Romero, c'est-à-dire que les films de zombies de Romero, avec ces zombies qui sont tout lents, vous connaissez cette phrase, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre, il y a presque cet aspect surnaturel, il y avait même cet aspect surnaturel, et tout ce qui est attribué au rite vaudou. Et bah dans ces figures de zombies originelles, il y avait vraiment cet aspect charismatique au sein des visages, avec tout un tas de personnes zombifiées qui avaient une gueule. C'est ça qui donnait du charisme au film de Romero, et à des personnes comme Lucio Fulci notamment, qui a fait L'Enfer des zombies, qui est un immense classique, où vous pouvez voir un requin tabasser un zombie. Voilà, ou plutôt un zombie tabasser un requin. Ce que je veux dire, c'est que ces zombies traditionnels, ils avaient tous une gueule et quelque chose qui fait qu'il y a toujours eu ce débat, est-ce que les zombies c'est pas supérieur aux infectés? Moi j'ai toujours préféré les zombies, mais avec 28 ans plus tard, mais aussi auparavant avec 28 jours plus tard notamment, on retrouvait ces infectés qui s'inspiraient visuellement des zombies pour avoir une classe, une éloquence, quelque chose, une gueule cassée, une gueule, du charisme dans le visage. Il y avait notamment ce zombie à la base militaire dans le premier film qui était sûrement l'un des plans les plus terrifiants au monde. La nonne à côté de l'univers de Conjuring, elle est vraiment nulle à chier, et là on retrouve ces gueules extrêmement charismatiques, notamment un personnage gigantesque qui est terrifiant, mais tellement terrifiant, et qui à la caméra dégage tellement quelque chose, et c'est là où je retrouve ce parfait mélange entre des infectés mélangés au charisme des zombies, des véritables zombies originaux. J'aime ce mélange qui est fait, je trouve ça tellement respectueux, c'est parfait, parce qu'il faut faire évoluer la formule, faut pas qu'on se retrouve avec des zombies qui marchent à 2 km/h, parce qu'en plus on s'est tapé 40 saisons de The Walking Dead, on n'en peut plus, mais il faut quand même rester respectueux de ce qui a fait que cette figure est devenue emblématique, et 28 ans plus tard, arrive encore une fois à faire évoluer par rapport à la franchise cette figure des infectés, quelque chose de nouveau par rapport au virus, par rapport aux infectés, et en même temps à apporter de la substance à des infectés qui sont peut-être un peu plus traditionnels. Et vu qu'on est dans des environnements beaucoup plus naturels, beaucoup plus ruraux, bah c'est vrai qu'il y a cet aspect où plus que jamais, 28 ans plus tard, 28 jours plus tard, appelez cette franchise comme vous voulez, ressemble à l'un des meilleurs comics au monde, à l'un des trucs les plus violents que j'ai jamais parcouru de ma vie, Crost. Là, clairement, on est dans Crost. Vraiment, et il y a des moments, ça m'a même fait penser au film The Sannes, ce mélange avec des infectés de plus en plus étranges, presque un peu plus intelligents. Ah, c'était terrifiant, ça m'a glacé le sang, vraiment. Et évidemment, parcourez Crost. Si vous aimez 28 ans plus tard, parcourez Crost, vous allez tomber amoureux.
Et toujours dans cette idée de retrouver un peu cet aspect du premier film, mais en évolué, bah c'est vrai qu'il y avait un truc qui était vraiment intéressant dans le premier film, c'était le fait que quand on voyait de tout nouveaux personnages, notamment la famille que va découvrir le personnage de Jim, on avait cette sensation que c'était des personnes qui étaient gentilles, mais on était toujours un peu méfiant. Et puis au fur et à mesure, tu découvrais que cette méfiance, elle se dissipait, et que c'était de véritables petits anges. Et bah typiquement, pour certains survivants, notamment pour une personne, on retrouve cet aspect-là dans ce film. Il y a ce côté où on se dit, mais ce mec est complètement barjot, ce mec est complètement dingue, et puis petit à petit, tu t'y attaches, et limite, ça devient ton personnage favori. Encore une fois, vous allez me dire, c'est comme le premier film, mais différent. Alors oui, vous avez raison, mais genre, on n'a jamais ça. Et puis en ce moment, la mode du cinéma, c'est de construire des personnages antipathiques, qui disent des gros mots en boucle, qui sont méchants, qui pensent qu'à leur gueule. On a vraiment cet aspect-là qui ressort. On parlait la dernière fois de Fear Street, où dans Fear Street, là, il y avait qu'une seule personnage qui était cool, le reste, c'était tous des connards qui se moquaient les uns des autres, qui se balançaient des punchlines, et cette mode-là, bah je suis désolé, une actrice comme Adèle Extrapoulos, là, j'arrive pas à prononcer son nom, c'est quelqu'un que je trouve très antipathique dans sa façon d'être. Tu sens que elle joue quelqu'un qui est chiante, quoi. Elle joue une meuf qui envoie chier tout le monde, qui parle comme une merde, et c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est juste que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. J'en peux plus de cette mode des personnages antipathiques qui prennent le cœur du récit, mais lâchez-moi, mettez-moi des personnages gentils. Typiquement, bah dans 28 ans plus tard, c'est le cas. On a des personnages qui sont trop bien écrits, que ce soit les personnages principaux, les deux personnages principaux qui forment ce duo, et aussi les quelques personnages qui vont se rajouter, qui sont peut-être parfois méchants, peut-être parfois gentils, vous le verrez, ça sera la surprise, mais en termes d'écriture, c'était parfait parce que ça joue avec vous en tant que spectateur, tout en étant gratifiant. Je me sens récompensé en regardant ce film. C'est comme un jeu vidéo, quand tu termines un niveau qui est difficile, tu te sens récompensé. J'ai payé ma place, et j'ai été récompensé. Alors que c'est moi qui ai payé, c'est moi la pute dans l'histoire. Et c'est vrai qu'avec tout ce que je viens de vous dire, bah on pourrait se dire, bah en fin de compte c'est comme le premier film, on est dans cette tendance du cinéma un peu général, où on reproduit le modèle qui a fonctionné du premier opus en essayant d'apporter quelques évolutions, mais on fait pas trop non plus évoluer pour conserver un peu le public nostalgique et faire en sorte que ça soit pas trop difficile à faire. En fait c'est une prise de risque sans l'être, mais au contraire, 28 ans plus tard ce n'est pas ça, parce que ça va pousser tous les curseurs encore plus loin. Parce que oui, dans son concept de base, ça reprend des éléments du premier film, sauf qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes, l'histoire qui n'a absolument rien à voir, et surtout les environnements qui sont totalement inédits. Tu regardes visuellement le premier film et ensuite tu regardes ce nouvel opus, ça a rien à voir. T'as l'impression d'avoir deux mondes qui les séparent, ou du moins deux univers un peu différents. J'avais écrit ça parce que j'ai un petit brouillon. C'est un film vraiment unique, qui est certes une suite, mais qui n'a pas besoin des deux autres pour exister. Ouais, la classe. 28 jours plus tard fonctionne pour lui tout seul, et c'est exactement la même chose pour 28 ans plus tard. Ça peut être considéré comme un film autonome. Même si il y a de nouveaux opus et on sent cette envie de faire une suite, et on va en parler tout à l'heure, ça reste un film que tu peux consommer comme ça, et sans t'en prendre la tête avec cette histoire de chronologie, de timeline. Est-ce que c'est pareil que le premier opus? Non. C'est un film qui a sa propre personnalité, et encore une fois, sa propre substance. The Substance. J'arrête avec cette blague, c'est promis. Et je vous parlais tout à l'heure de ces moments poétiques où on a vraiment la caméra qui prend du recul pour te déployer un univers mythologique et absolument magnifique. Il y a notamment ce passage que je vous mets en vidéo qui donne presque un aspect surnaturel à la chose, comme si on était d'un coup dans un autre genre, comme si on était dans le cinéma fantastique, mais le fantastique avec de la magie. Et bah c'est d'autant plus cohérent parce que le principal aspect de ce film, c'est le voyage. C'est vraiment une quête proche de l'Odyssée d'Homère. Et là vous allez me dire que c'est comme le premier film c'était une quête pour trouver une base militaire, sauf que bon bah une fois qu'ils étaient dans la base militaire, ça partait complètement en couille. Donc c'est une quête sans vraiment l'être. Ici on est plus proche d'un jeu vidéo comme Death Stranding, où t'as vraiment cette quête difficile où il faut marcher pendant longtemps sur des lieux totalement différents pour se recentrer sur soi-même et pour essayer de trouver une solution à nos problèmes, tout en parcourant un monde déchu qui va se déployer devant nous et qui visuellement est assez impressionnant. Et c'est tellement malin de nous faire découvrir ce même continent qu'on avait déjà vu dans le premier opus, parce qu'on va comprendre ce qui s'est passé pendant 28 ans plus tard, en même temps que les personnages, ce qui nous rapproche beaucoup plus d'eux, parce que nous on se dit mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais d'accord, il s'est passé ça, il y a eu ce truc là qui a été construit, ah ouais d'accord, les survivants ils ont complètement pété un plomb, ah ouais les infectés ils sont comme ça, et bah les personnages vont ressentir les mêmes choses que nous, ça nous rapproche d'eux, tout en ayant l'impression que bah c'est nous, c'est une sorte de comment on pourrait appeler ça, c'est des miroirs du spectateur. En fait c'est nous les personnages indirectement. Et ce voyage pour trouver une solution à notamment un gros problème vis-à-vis des personnages, c'est vraiment ce côté odyssée, c'est vraiment ce voyage presque spirituel où on a une quête qu'on doit accomplir cet objectif et il faut qu'on réussisse, ou tout comme Ulysse qui doit passer par des épreuves de plus en plus difficiles pour atteindre son objectif, bah c'est exactement la même chose pour nos deux personnages. Enfin nos deux personnages, ils seront un peu plus à un moment donné mais vous avez compris l'idée. Faut accomplir une quête qui est vraiment trop grande, qui dépasse nos simples
épaules, qui est 3 fois plus dangereuse que ce qu'on peut logiquement supporter, ce qui donne encore une fois, en plus de cet univers qui est développé, un aspect quête, un aspect mythologie qui est d'autant plus fascinant. Et cet aspect mythologique, j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on le retrouve pas, je trouve, dans les derniers films de zombies. Dans les derniers films de zombies, faut que j'arrête avec ce propos. Dans les derniers films d'infectés. Il y a des films avec des infectés que j'adore, genre Le Dernier Train pour Busan, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Mais il n'y a pas d'aspect mythologique, il n'y a pas un univers qui est développé, c'est juste une infection qui commence dans un train, t'as pas des environnements qui vont t'en mettre plein la vue, t'as pas une quête absolument incroyable qui fait une sorte de métaphore de Ulysse et de l'Odyssée d'Homère. Je suis une légende, c'est pareil. Il n'y a pas un univers avec beaucoup de substance qui est développé. J'adore ce film, attention. Si j'adore ce film, c'est à cause du chien, comme beaucoup d'entre vous. Mais il n'y a pas un univers solide. Et même un de mes films d'infectés préférés de ces dernières années, dont j'arrête pas de faire la propagande, The Sannes, il n'y a pas un univers extrêmement riche qui est construit derrière, qui te donne envie. Tu sais, c'est comme quand tu regardes le premier opus d'Alien. Quand tu regardes le premier opus d'Alien, tu te retrouves avec un univers qui est profondément fascinant. Alors évidemment, 28 ans plus tard, c'est pas Alien, quand même. Mais je retrouve, avec pour la première fois depuis très longtemps, depuis je sais pas combien de décennies, j'ai l'impression, en fin de compte, depuis les films de Romero, avec un véritable univers, avec des infectés, et toute une espèce de mythologie qui est créée, qui me donne envie de comprendre ce qui s'est passé, qui me donne envie de comprendre les contextes des communautés, qui me donne envie de parcourir les forums, qui me donne envie d'avoir un univers étendu. Faites-en une série, bordel, faites-en des comics, encore une fois. Et tout ça avec des infectés. Pour moi, c'est ce qui manquait véritablement, et c'est ce qui fait que je me suis toujours plaint de ces films, encore une fois, avec des infectés, que j'ai toujours dit que Romero, lui, voilà, c'était le meilleur, parce que c'était des zombies, qu'il y avait cet aspect mythologique, cet aspect surnaturel qu'on retrouvait pas. Là, il n'y a pas cet aspect surnaturel. C'est toujours crédible, c'est toujours un virus qui évolue. Mais il y a tout le reste. Tout ce qui est développé, le visuel, les environnements, la quête des personnages, tout ça, ça rajoute du coffre et ça rajoute encore une fois de la substance. Et non, je ne ferai pas une blague avec le film The Substance. Cette fois-ci, j'ai compris la leçon, putain. Bon, alors là, j'ai un brouillon avec tout un tas de notes un petit peu au hasard, donc je vais essayer de faire vite et je vais essayer d'être le plus précis possible. J'avais tout d'abord noté que le rythme du film est absolument parfait. Vous aurez pas du tout le temps de vous ennuyer. D'ailleurs, c'est un film qui est presque TikTok. Évidemment, il y a ces moments de poésie, il y a ces moments un peu lancinants, comme je vous le disais, qui sont extrêmement nombreux et qui font du bien, qui apportent une pause. Mais en fait, ces moments où il se passe pas grand-chose et c'est des moments poétiques, c'est juste pour avoir tout de suite après une espèce de cassure avec quelque chose de ultra brutal. Pour faire comprendre aux personnages et aux spectateurs que quand il y a une pause, c'est forcément qu'il y a un danger qui est juste à côté, et le film nous le fait vraiment très bien comprendre. Pourquoi je vous dis que c'est un film TikTok, c'est que ça passe extrêmement vite, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, on a trop de trucs à développer. Encore une fois, je vous le disais, on a l'univers à développer, on a les personnages à rendre charismatiques, on a leur quête, on a tout un tas d'autres personnages qui vont les rencontrer, qu'il faut aussi rendre charismatiques, ou au contraire qu'il faut rendre méfiants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est un film TikTok où il se passe toujours quelque chose et on est toujours dans une espèce de frénésie, et pour moi, c'est impossible de s'ennuyer. Pour le coup, c'est impossible de s'ennuyer devant ce film, et le rythme est vraiment parfait. Jusqu'à la fin, vous allez suer du cul, et c'est tout ce qu'on demande d'un film comme ça, quoi. J'avais noté aussi que c'est une des rares sagas où on a encore peur pour nos personnages. Parce que quand on va voir 28 ans plus tard, on sait ce qui s'est passé dans 28 jours plus tard et dans 28 semaines plus tard. On sait que les personnages que tu aimes, il y a toujours un sort assez funeste qui leur est réservé. La goutte de sang dans le premier opus qui tombe dans l'œil du papa, ça je pense que ça en a traumatisé plus d'un, et c'est là où on a compris. Ah ouais, en fait, les personnages que j'aime, notamment Jim, à tout moment il va canner en fait. 28 semaines plus tard, j'en parle même pas, il est cruel avec toute une famille, avec des enfants, et avec un père, avec une mère, enfin c'est absolument abominable. Et du coup on a cet a priori là, et le film joue vraiment très bien avec ça, et il nous fait comprendre aussi que à tout moment, les personnages qu'on aime, ils vont passer un sale quart d'heure et ils peuvent crever. C'est un film de première expérience, parce qu'une fois que tu connais la surprise, une fois que tu connais définitivement le destin des personnages, il y aura moins cet aspect surprise là qui va ressortir du film. Donc vraiment profitez, essayez de trouver une séance où vous êtes au calme, parce que de savoir ce qui va se passer et de savoir le destin des personnages en tant que sensation, c'était vraiment la meilleure des choses. Sincèrement, c'était la meilleure des choses. J'avais peur pour eux, j'avais envie qu'ils survivent, et en même temps, des fois je me disais mais là il va crever, et là en fait il crève pas, et en fait il crève après. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette espèce de cercle un peu vertueux que personnellement j'aime beaucoup, et qui en termes de sensation fait vraiment du bien. C'est rare les films où t'as peur pour les personnages maintenant, ça arrive presque jamais. J'arrête pas de vous parler de ces moments de poésie depuis tout à l'heure, mais quand il y a des scènes de tension, en termes de réalisation c'est n'importe quoi, hein. Et c'est là où je rapproche ça d'un film comme Fury Road par exemple, hein. C'est une réalisation qui est totalement différente, mais Fury Road, quand t'as un moment de frénésie, un moment d'action, tu te prends une gifle dans la gueule, bah typiquement 28 ans plus tard c'est la même chose. Quand il y a un moment de tension, au-delà de la peur des personnages qui se rajoutent à la chose, au-delà de la réalisation en mode documentaire, cette réalisation qui est extrêmement frénétique et qui est brutale pour tes yeux, putain c'est tellement viscéral, c'est vraiment parfait, et en plus de cette violence. Alors c'est vrai qu'en termes de violence, par contre c'est peut-être le défaut, je m'attendais que ça aille beaucoup plus loin. Je trouve pas ça si gore que ça, mais je regarde tout le temps des films d'horreur, donc il y a une forme de désensibilisation qui s'est faite. Je parle tout le temps d'une saga comme Terrifier qui est sortie au cinéma, je parle de The Sannes aussi tout le temps, c'est des films assez violents, et c'est vrai que la violence et le côté gore va venir par rapport à la réalisation et par rapport au destin des personnages
quand t'as quelqu'un qui meurt de façon brutale et tu te dis waouh, c'est triste et là c'est choquant. Mais il n'y a pas quelque chose où tu vas voir du sang partout, il n'y a pas quelque chose de profondément gore ou une scène de mort qui est inventive. Et c'est dommage, tu vois, j'aurais aimé que le film soit interdit au moins de 18 ans. Alors évidemment, on aurait perdu les 3/4 des spectateurs, mais pour moi, ça aurait été le film parfait si on avait rajouté une petite pointe de sang supplémentaire et un peu plus de gore. Que ça soit plus glauque peut-être dans les mises à mort. Mais après ça c'est mon côté personnel, c'est mon côté où je suis un fan de films d'horreur, j'aime beaucoup tout ce qui est expérience un peu gore, donc je pense que c'est quelque chose qui conviendra à la majorité et que bah voilà, si vous êtes pas trop si vous aimez pas trop ces maquillages, ces faux sangs, ces artisans qui confectionnent de faux membres arrachés, je pense que ça devrait relativement être suffisant. En fait c'est ça cette saga, c'est que c'est viscéral, c'est pas gore mais c'est viscéral. Pour le coup il répond parfaitement aux critères ce nouvel opus, donc tant mieux. Pour l'instant, c'est l'un des films où j'ai été le plus réceptif de l'année. Je me suis pris une giga claque monumentale, pour être honnête avec vous. Et c'est rare. Là, dernièrement, j'ai eu peur parce que j'arrêtais pas d'enchaîner les critiques très négatives. Et là, enfin, je me retrouve avec mon petit bijou, quoi. Mon petit bijou de l'année où je me dis, ok, même si cette année se termine, au moins j'aurai un film que je suis sûr d'acheter en Blu-ray, que je veux en collector et que je vais revisionner. Et en plus, ça me crée une attente pour la suite, en fait. Du coup, je suis vraiment très content. Ce fut une immense claque dans la gueule et j'ai passé un moment absolument incroyable et je suis trop content, vraiment trop content parce que s'il y avait bien un film qui devait pas se foirer cette année, pour moi, c'était celui-là, quoi. C'est une quête astrale de personnages qui veulent sauver quelqu'un dans un univers sombre avec des musiques incroyables, avec une direction artistique incroyable. C'est un univers aussi charismatique que les films de zombies de Romero qui rencontrent les infectés et la violence qu'ils entraînent. C'est l'évolution de 28 jours plus tard qui est un immense chef-d'œuvre à mon sens. On a retenu le premier film dans cette période de mode de film à infecter qui apportait enfin une évolution à la figure vieillissante du zombie. On retiendra 28 ans plus tard, qui a réussi à faire en sorte que le genre perdure, et quand je vois ce genre de projet, ça me donne de l'espoir. C'est pas pour être méchant, mais Je suis une légende, World War Z, et tous ces trucs infectés, qui avaient pas vraiment d'univers charismatique et qui dégageaient pas cette ambiance qui me plaît, bah pour moi ils sont carrément mis sous le tapis, quoi. Danny Boyle, le réalisateur, il prouve que c'est lui le boss, il prouve que c'est le digne successeur de Romero, et que quand on pensera à cette figure modernisée du zombie aux infectés, on pensera immédiatement à lui. Et d'ailleurs je pense que c'est lui qui a un peu modernisé la chose au tout début du siècle, hein, avec 28 jours plus tard. Hein. Pour moi c'est ce film-là qui a popularisé les infectés, et là il revient avec un film qui reprend cette figure en y apportant suffisamment d'évolution et des nouveautés pour surprendre les spectateurs, et encore une fois faire que vous soyez surpris. Parce que c'est ça aussi, l'horreur c'est ça, c'est surprendre ses spectateurs, c'est réussir à vous faire quelque chose qui sort de votre zone de confort. Et encore une fois, c'est peut-être parce que je suis beaucoup plus sensible à l'horreur qu'à d'autres genres, et donc vu que là, on mélange ces figures et toute cette ambiance-là à un univers qui est profondément horrifique, forcément, ça me parle beaucoup plus. Et pour conclure, j'avais écrit ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe maintenant que je suis sorti de la séance, parce que le véritable enjeu, ça va être de continuer. On sait très bien qu'il y a une trilogie qui est en cours, le deuxième opus est prêt, il devrait sortir l'année prochaine, il me semble que la troisième partie de ce 28 ans plus tard n'est pas du tout prête, ça dépendra du succès des deux premiers opus, mais j'espère que ça va cartonner en salle parce que j'aimerais bien qu'on apporte une véritable conclusion à cette trilogie. On sent véritablement que s'il crée un univers comme ça, c'est pour le développer encore plus. On sent aussi qu'il y a un moment donné, il faudra donner une espèce de conclusion à cette histoire. Mais maintenant qu'on a eu un film qui était, encore une fois, comme j'ai cité en tout début de vidéo, rempli de surprises, comment tu fais pour continuer la chose et que ça reste surprenant? Parce que là, du coup, le prochain opus, il va pas pouvoir nous développer un univers aussi fascinant. C'est celui-ci qui a fait ça. Il pourra pas nous surprendre avec le contexte, il pourra pas nous surprendre avec de tout nouveaux infectés. Encore une fois, c'est celui-ci qui fait la chose. Cet opus-là est rempli de surprises, et ces surprises, elles sont plus que surprenantes. Ce qui fait que le prochain opus sera forcément moins surprenant et va forcément un peu plus répondre à nos attentes, il sera forcément un peu plus attendu. Et c'est juste ça qui me fait peur, parce qu'on sent que narrativement ils peuvent continuer largement même, mais cet univers-là ne peut pas non plus être développé sur 3, 4, 5 films en fait. J'ai juste peur que ça soit fait pour 2 films et pas pour 3. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on peut développer et finir cet arc narratif dans le prochain opus, mais faire une trilogie, ça peut être un peu long. Et j'ai juste un peu peur de la chose également. Je vais citer un exemple. Fury Road, ça a été la claque monumentale pour tout le monde parce qu'on découvrait quelque chose d'entièrement nouveau du début à la fin, là où Furiosa a un peu moins plu parce que c'était un univers qui avait déjà été établi dans le précédent film. Et je dis pas que Furiosa est mauvais, hein. Moi j'adore, je me suis pris une claque dans la gueule, je sais que vous détestez ce film, je sais que les 3/4 détestent, mais moi j'ai adoré. Mais vous voyez, c'était quand même moins surprenant parce que l'univers avait été déjà établi dans le précédent film. Ça va être exactement la même chose avec 28 ans plus tard. Donc à mon avis, celui-là va être vraiment le classique, le chef-d'œuvre, enfin le classique, le chef-d'œuvre, j'abuse, mais en tout cas le film qui va ressortir le plus. Ce qui est d'autant plus surprenant qu'on a eu 2 films avant, mais alors celui-là pour moi peut-être que ça va devenir le préféré des fans,
Ce qui fait que le premier va rester le préféré, c'est la nostalgie et l'acteur Cillian Murphy qui incarnait peut-être le personnage à mon sens le plus charismatique de la saga, ça c'est sûr, mais il va ressortir beaucoup plus que la deuxième partie. Ça va être ça le véritable enjeu, c'est comment on continue cet univers. Bah ça va être exactement de la même manière que Furiosa, on a établi l'univers dans le premier film, maintenant il n'y a plus qu'à développer, et donc il y a cet aspect un peu plus flemmard qui va peut-être arriver avec 28 ans plus tard, partie 2, et peut-être la partie 3. C'était la critique la plus compliquée de ma vie parce que c'était vraiment une expérience qui était touchante. C'est compliqué, hein, tu sais, genre je sors de la séance, je suis là devant vous, je fais quoi? Genre je vous dis, j'essaie de pas vous survendre le film, mais en même temps je suis tellement excité, j'ai passé un putain de moment et je suis tellement content encore une fois parce que ça fait des jours et des semaines que j'enchaîne les critiques négatives et là j'arrive avec un film qui me met une tarte dans la gueule parce que ça se trouve ce que j'ai ressenti, vous allez pas du tout le ressentir. Mais sincèrement, je pense qu'il va répondre à vos attentes et qu'il va, pour ceux qui ont adoré les deux précédents films et pour ceux qui aiment les films infectés, sincèrement, allez le voir et je suis sûr que vous allez vous prendre une giga claque dans la gueule. Peut-être que c'est parce que moi j'adore les films à ambiance et que toutes ces scènes poétiques, elles m'ont vraiment fait réfléchir, elles m'ont vraiment fait penser, elles m'ont vraiment inspiré. Peut-être que c'est parce que j'adore aussi cet esprit de fan footage, cet esprit de caméra documentaire. Si un jour je devais tourner un film, ce qui m'arrivera sans doute jamais, je voudrais tourner exactement de cette façon-là parce que là, j'ai l'impression d'être au cœur de l'action, ça me prend les tripes, c'est incroyable. Peut-être que j'étais aussi touché par cet aspect de métaphore qui parcourt le film, de l'Odyssée, de cette quête d'Homère en quelque sorte, face à des menaces de plus en plus grandissantes. Tout le cadre du film m'a plu, les personnages principaux, j'aurais pas eu le temps d'en parler, mais ils sont vraiment charismatiques. Il y avait pas une fausse note quoi. Il y avait pas une fausse note et j'ai du mal à voir des défauts à ce film, sincèrement. Ou en tout cas des trucs où c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait raturer, quelque chose qu'il faudrait supprimer. Mais comme le premier film, dans son domaine, pour moi c'est un film qui est parfait et je ne vois pas ce qu'il faudrait changer. J'ai hâte d'avoir les retours, je ne sais pas du tout quels sont les retours de ce film actuellement. Ça se trouve je suis le seul à faire une critique positive, ça un jour ça va m'arriver. Je vais faire une critique positive d'un film qui est considéré comme majoritairement nul et je vais devenir comme Durandal, pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Sinistre fils de pute! Mais sincèrement, allez le voir dans de bonnes conditions, dans une putain de salle avec un bel écran. Allez le voir aussi dans des horaires où c'est plutôt calme. Privilégiez les séances l'après-midi ou le matin pour avoir des spectateurs qui soient pas trop chiants parce que là, il faut vraiment être immergé. Alors après, même s'il parle, le film est tellement bruyant dans ses effets sonores ou dans ses dans ses moments de violence, je veux dire, que dans tous les cas, vous entendrez personne. Ça vous pète dans les tympans. Prenez peut-être des bouchons d'oreille ou un petit casque anti-bruit parce que ça va vous faire mal. Mais c'est ça aussi l'expérience qu'on recherche. Sincèrement, allez le voir, allez défendre ce genre de projet en salle et de revenir avec une suite qui est vraiment une suite qui construit quelque chose de tout nouveau, qui va vraiment avoir un impact, je pense sincèrement, dans la franchise. C'est couillu. Tu vois, on parle sans cesse de films comme Souviens-toi l'été dernier qui arrive dans pas longtemps, on est dans un autre registre, le slasher, qui profite de cette mode qu'avait un peu lancé Halloween, c'est-à-dire que c'est une suite qui reproduit exactement les mêmes choses que le premier opus. Je parle même pas de Scream 5 qui est presque un copier-coller du premier opus également. Ils auraient très bien pu faire ça, de profiter de cette mode du requel ou du soft reboot, et de venir avec un 28 ans plus tard qui reprend exactement le même concept que le premier film. Et ils l'ont pas fait. Ils sont partis dans une direction nouvelle, alors reste à voir si vous allez être sensible à la chose, ou si au contraire vous allez être pas vraiment sensible, et vous allez vous dire, bah ça vaut pas le premier film. Mais pour moi il a le potentiel de le dépasser. Et s'il le dépasse pas, c'est uniquement parce que le premier film a cet avantage de la nostalgie, et qu'on l'a découvert alors qu'on était peut-être un peu trop jeune. Je pense sincèrement, moi je l'ai découvert j'avais trop jeune, et du coup bah forcément il m'a marqué indéfiniment. Je peux pas faire autrement que de mettre dans mon top des films de zombies, des films à infecter, appelez ça comme vous voulez. Mais celui-là il a vraiment beaucoup de potentiel, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il sorte en DVD parce que j'ai envie de le penser, j'ai envie de savoir comment ils ont réalisé ça, j'ai envie de fouiller les bonus, et je suis sûr que je serai pas le seul, Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je suis désolé, cette critique, à mon avis elle a aucun sens, elle est partie dans tous les sens, mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Je suis mort de fatigue, j'arrive plus à parler, j'ai dû bégayer je sais pas combien de fois, il est tard là, il est vraiment très tard. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette critique, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous ne l'avez pas encore vu, quelles sont vos attentes. D'ici là moi, je vous fais un énorme bisou, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et évidemment je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur c'est tout ce que je vous souhaite, et surtout tout ce que vous méritez. Voilà, j'ai conclu. Ciao bene les amis, prenez soin de vous.